Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance d'Il était une fois la géopolitique. Nous parlerons aujourd'hui d'un pays qui a longtemps occupé les médias, mais qui semble avoir été complètement oublié, ou du moins il n'attire plus l'attention. Je vais vous parler aujourd'hui avec Fabrice Ravel de l'Afghanistan. Alors Fabrice, afin de mieux comprendre la situation actuelle de l'Afghanistan, pourriez-vous dans un premier temps nous faire part des particularités de ce pays et pourquoi pas rappeler les événements récents, marquants, qui, avouons-le, ont été particulièrement denses ces dernières années? C'est vrai que si on considère l'Afghanistan aujourd'hui, il y a deux choses qu'on peut immédiatement faire remarquer. D'abord, ça a été un pays qui a été au cœur des relations internationales et au cœur surtout des médias pendant pratiquement 20 ans. Mais au-delà de l'actualité récente, c'est un pays qui a toujours été très très important en géopolitique et c'est un pays qui a la réputation de ne jamais avoir été dompté, maîtrisé. Parfois, certains ont même dit que c'était le cimetière des empires. Alors si on revient au 19e siècle, les Anglais, à 2 ou 3 reprises, selon qu'on accorde plus ou moins d'importance au conflit, se sont trouvés confrontés à une très très forte résistance et de fait n'ont pas pu étendre leur régime uni de leur empire colonial jusqu'en Afghanistan. Et puis plus récemment, ça va être important dans le cadre de notre intervention, il faut rappeler que les soviétiques sont rentrés le 27 décembre 1979 jusqu'en 1989 et qu'en réalité pendant 10 ans ils ont été incapables de s'assurer totalement de la maîtrise politique du pays. C'est assez important à souligner parce que justement au cœur de ce conflit, les Américains vont intervenir et vont chercher un peu à se venger de ce qui s'était passé au Vietnam. Et donc là, il y aura une corrélation qu'il faudra qu'on mette en place d'ailleurs entre l'Afghanistan et le Vietnam, parce que les soviétiques avaient poussé la résistance vietnamienne, et donc comme on était en pleine guerre froide, les Américains dans les années 80 vont tout faire pour que l'Afghanistan soit un piège pour l'Union soviétique. Donc ça c'est important à rappeler, parce que ça prouve en plus que ce pays est dans une situation conflictuelle maintenant, pratiquement depuis 40 ans. Après la guerre contre les soviétiques, une nouvelle étape commence, je parle bien évidemment de l'intervention américaine en 2001. Pourriez-vous nous résumer cette intervention de façon à ce qu'on puisse comprendre la situation actuelle de ce pays? Alors effectivement, par rapport à l'espace-temps ou à la chronologie des 30 ou 40 dernières années, on a une deuxième étape qui se met en place, c'est l'intervention américaine avec un certain nombre de pays alliés occidentaux entre octobre et novembre 2001. Donc là je vais juste essayer de repréciser les faits. Il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001 et les États-Unis, de leur point de vue, considèrent qu'il faut intervenir en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que Ben Laden et l'organisation Al-Qaïda qui sont à l'origine du 11 septembre sont en Afghanistan et les Américains prétendent que les talibans, qui sont un gouvernement qui est en place depuis 1996, protège ou assume en tout cas le fait que Ben Laden et son organisation sont en Afghanistan. Donc l'objectif des États-Unis, c'est d'une part de capturer Ben Laden, d'arrêter Al-Qaïda et de faire tomber le régime des talibans dont ils considèrent, à tort ou à raison, qu'ils ont contribué à développer Al-Qaïda ou à protéger Ben Laden. Ça c'est très très important à comprendre, c'est le début de l'intervention américaine. Alors dans les faits d'ailleurs, il faut essayer de se remémorer les éléments historiques. Les Américains ont à peu près 800 à 1000 hommes des services spéciaux ou des commandos, et s'allient beaucoup avec un certain nombre de tribus ou de clans. C'est très important dans la civilisation afghane. C'est un pays qui est assez complexe en termes de civilisation. Et donc en réalité, ils sont parvenus à faire tomber le régime des talibans, mais ils ne sont pas parvenus, bien sûr, on se rappelle, à capturer Ben Laden ni à arrêter les activités d'Al-Qaïda. Alors là, on est obligé de faire une précision qui va s'avérer très très importante pour la suite de notre intervention et pour la compréhension de la situation actuelle. Les talibans, en réalité, sont nés globalement en 1994. C'est un regroupement à vocation politique et religieuse qui veut installer un califat classique, donc de typologie islamiste. Mais là où il faut faire très très attention, c'est que c'est sur une base afghane. Donc en fait, il y a une démarche à la fois religieuse, mais à la fois nationale ou géographique ou locale. Et c'est important à avoir à l'esprit parce que par la suite, un certain nombre de mouvements liés à Daesh ou à Al-Qaïda s'opposeront en Afghanistan parce que parfois les talibans ne veulent pas qu'il y ait une sorte d'action ou d'intrusion qui est perçue comme étrangère. Donc ça rend la situation locale très très complexe. Mais une fois qu'on a déterminé ce mot, on rappellera donc qu'il y a eu cette première étape
qui va amener une intervention américaine à partir de fin 2001, dont on peut considérer qu'elle est toujours en cours, ce qui veut dire que les Américains sont plus ou moins présents en Afghanistan dans cette opposition aux talibans depuis pratiquement maintenant 16 à 17 ans. D'accord, donc on arrive là à une deuxième phase de l'intervention américaine sous la première présidence de Barack Obama. Est-ce que justement l'administration Obama apporte une grille de lecture différente sur la situation afghane et donc une approche différente ? Alors cette question est très importante parce qu'effectivement, si on prend l'intervention américaine en Afghanistan, on a l'impression que les Américains sont plus globalement, comme on l'a précisé, présents de fin 2001 à début 2002, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, printemps 2018, et que donc ils auraient une présence à peu près linéaire ou constante, alors que c'est pas du tout le cas. Parce que en fait, W. Bush va décider de partir dans un conflit en Irak en mars 2003. Et ça peut paraître totalement déconnecté, mais en réalité, c'est l'époque où les États-Unis prétendent lutter contre le terrorisme ou les rogue states, les États voyous, qui seraient liés les uns avec les autres. Alors on connaît la dialectique telle qu'elle est mise en place. En plus, il y a des risques, on pense à l'époque, plus ou moins d'armes, soit nucléaires, soit biologiques. Et donc en fait, les Américains se concentrent sur le conflit en Irak, qui va d'ailleurs durer beaucoup plus longtemps que ce qu'ils pensaient. Et ça a déjà un premier effet, c'est que en fait, les Américains vont se concentrer sur le Proche et Moyen-Orient et ils vont avoir tendance à laisser de côté l'Afghanistan. Et d'ailleurs, globalement, déjà en fin 2002, au bout de 14-15 mois, les Américains disent « Bon voilà, on a réglé la situation ». Il y a un gouvernement intermédiaire qui a été mis en place, il y a les accords de Bonn qui ont célébré ça, avec un nouveau président afghan. Et donc, la situation de transition est effective, est mise en place, et la situation est résolue. Or, ça n'est pas du tout le cas. Et il y a une chose qui apparaît évidente avec le recul, on y reviendra peut-être en guise de conclusion, c'est que en réalité les Américains commencent à s'empêtrer dans une sorte de bourbier, un peu pour faire une analogie avec ce qu'ils avaient au Vietnam. La situation ne se résout pas du tout. Les talibans ont tendance à ressurgir davantage et à être beaucoup plus présents et beaucoup plus forts sur le terrain. Et d'un autre côté, ça c'est un point sur lequel je voulais arriver, les Américains, étant partis sur le conflit irakien, ont tendance à envoyer plus de troupes et à être plus concentrés d'un point de vue stratégique. Donc ils ont tendance à délaisser la situation en Afghanistan qui se détériore rapidement. Et c'est la situation que trouve Barack Obama quand il est élu président en novembre 2008. Et donc en réalité, la question qui se pose à lui, c'est que fait-on en Afghanistan ? Et de ce point de vue-là, moi je conseille à nos étudiants un ouvrage qui est remarquable, qui est écrit par Bob Woodward, qui a été édité en France en 2011 avec un petit peu de recul, mais qui est sorti aux États-Unis en 2010 et qui s'appelle Obama's War ou les guerres d'Obama. Alors déjà, il faut peut-être situer l'auteur. Bob Woodward, c'est le journaliste qui est très respecté et réputé aux États-Unis, puisque c'est celui qui a contribué à faire tomber le président Nixon en 1973 sur le scandale du Watergate. Et ça, c'est important à rappeler parce qu'il a tiré de cette situation, un journaliste qui fait tomber un président aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de pas banal et pas qu'aux États-Unis. Et donc, il a tiré une légitimité qui fait qu'aujourd'hui, Bob Woodward, il a accès à toutes les plus hautes sphères politiques et militaires des États-Unis parce qu'on sait que c'est quelqu'un de confiance et qui peut garder un certain nombre d'informations secrètes, quitte d'ailleurs après à les publier dans des ouvrages. C'est ce qu'il fait en règle générale 2 à 3 ans plus tard. Là, je suis obligé d'expliquer qui est Bob Woodward parce que ça va permettre de comprendre pourquoi son ouvrage est très important. D'ailleurs, il a fait 3 livres sur W. Bush et sur les présidences Bush qui sont très très critiques d'ailleurs, en montrant beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les administrations de Bush. Et donc c'est pas inintéressant de voir d'ailleurs un Américain qui critique les interventions américaines parce que ça, là aussi ça nous change un peu des logiques classiques. Mais l'ouvrage de Bob Woodward sur Barack Obama est très important, sur les guerres de Barack Obama, parce que justement, il va rentrer énormément dans les détails sur ce qui va être mis en réflexion par Barack Obama et ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, la question, Barack Obama ayant promis dans des élections de sortir de l'Afghanistan, la question qui va se poser, c'est comment fait-on pour gagner la guerre ? Et là, l'armée américaine va lui proposer plusieurs scénarios, et notamment d'augmenter les troupes en Afghanistan pour pouvoir mettre une pression supplémentaire sur les talibans et les amener à négocier et à finir cette guerre. Et en réalité, il y aura plusieurs scénarios, donc de 15 000 hommes,
35-40 000 hommes, jusqu'à 100-150 000 hommes supplémentaires. Et Barack Obama va être amené à choisir. Et là, je conseille la lecture à nos étudiants parce qu'on suit les réunions pratiquement semaine après semaine. On nous explique même qu'il y a des slides qui sont montrés avec les différents scénarios. On voit que Barack Obama hésite. Et finalement, il prendra la solution intermédiaire. Et avec le recul, évidemment, c'est presque celle qui nous apparaît comme la plus mauvaise, puisque la solution intermédiaire, l'armée américaine réclamait 100 000 hommes supplémentaires. Barack Obama va transiger sur 30 000, 35 000 hommes. Faut pas oublier non plus, d'ailleurs, pour remettre les choses en perspective, qu'on est à la sortie d'une crise majeure aux États-Unis, donc ça a un impact sur les coûts budgétaires, on va y revenir. Et donc, il prend une solution intermédiaire de 35 000 à 40 000 hommes, ce qui va quand même amener la présence du contingent américain à peu près 100 000 hommes. Parce que là, faut pas faire de confusion. Il avait le choix d'en envoyer 100 000 supplémentaires. Il va en envoyer 40 000, mais ça va amener l'effectif global, puisqu'il y avait déjà des troupes américaines qui étaient présentes, à 100 000 hommes. L'idée étant, on gagne rapidement maintenant cette guerre, et ensuite on rentre. Et à la fin de son mandat, de son deuxième mandat, ça prendra d'ailleurs un peu plus de temps que prévu, l'idée étant, on détruit l'opposition qui est vraiment trop, dans l'acharnement anti-occidental, mais surtout contre la mise en place, l'idée c'était ça, d'une démocratie en Afghanistan, ce qui a fortiori n'était pas forcément facile à mettre en place sur un temps si court. Et puis ensuite, donc, on rentre à la maison et en fin 2014, on estime que les Américains sont globalement totalement partis, même s'il reste un contingent sur place, on va y revenir, et ils transfèrent à l'armée afghane qu'ils ont formée et au gouvernement afghan la responsabilité de contrôler le pays. Seulement, comme on va être amené à le voir, cette situation est une lecture un peu idyllique et ne correspond pas véritablement à la réalité sur le terrain aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, peut-on analyser stratégiquement la situation et dégager quels sont les enjeux clés ? Alors, ça, c'est quand même la question centrale de notre thématique aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a une désadéquation, une différence entre les objectifs tels qu'ils étaient annoncés et la réalité sur le terrain. L'objectif annoncé par les États-Unis d'Amérique, c'est de considérer que le gouvernement afghan doit contrôler 80% de son territoire, parce que si le gouvernement afghan concrètement maîtrise 80% de son territoire, c'est l'objectif affiché, et que les talibans sont plus qu'en situation résiduelle de 20% du territoire, alors le conflit sera estimé gagné et la situation sera apaisée. Seulement, il y avait eu un discours qui avait été fait par le général américain en novembre 2017, qui avait l'air de dire qu'on tendait vers cette situation, et qui a été confirmé par l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU en janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 10 jours qui ont suivi, il y a eu 5 à 6 attentats, dont un dans un hôtel intercontinental, et surtout un qui a été très très mis en avant, puisque c'était un attentat à la voiture piégée qui a fait 103 morts. C'est quand même évidemment énorme et très considérable. C'était la volonté des talibans de montrer que, quels que soient les discours américains, on était bien loin d'une situation apaisée. D'ailleurs, pour un petit peu surenchérir ou souscrire à cette lecture, il y a un rapport qui a été fait par la chaîne britannique, la BBC, et la BBC a interrogé énormément d'acteurs sur le terrain et a fait une synthèse qui est beaucoup moins optimiste, puisque d'après la BBC, si les talibans ne contrôlent directement que 4% du territoire à 5% du territoire, ils conservent une influence importante sur 70% du territoire. Donc ça veut dire que la situation n'est pas du tout réglée d'un point de vue militaire. Alors là, il y a plusieurs choses qu'il est nécessaire de mettre en place. D'abord, il y a certaines régions dans lesquelles les talibans ont réussi à mettre un gouvernement parallèle, c'est-à-dire qu'ils arrivent à lever l'impôt, qu'ils arrivent à faire payer l'eau ou l'électricité, et donc qu'en réalité, c'est eux qui sont plutôt perçus comme légitimes dans certains territoires, ce qui ne va pas s'en poser évidemment un problème pour le gouvernement actuel. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que sur les territoires qui sont contrôlés par les talibans, il y a le sud de l'Afghanistan, qui est un des plus grands producteurs de pavots. C'est une très grande manne financière, et ça c'est important à mettre en avant, parce qu'on voit bien que l'effort de guerre qui serait mis en place par les talibans peut être payé par la culture du pavot qui est ensuite extériorisée. Donc aujourd'hui, finalement, on est dans une situation de statu quo militaire, et ça veut dire qu'on n'a pas de solution politique. D'ailleurs, en fait, la Maison-Blanche, Donald Trump et l'administration Trump a décidé de remonter l'effectif de la présence américaine, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'on n'atteint pas l'objectif. On estime aujourd'hui que les Américains sont aux alentours de 7 000 à 8 000 hommes,
Et on devrait atteindre un effectif de 14 000 à 15 000, donc on serait en train de doubler l'effectif ou la présence militaire des États-Unis d'Amérique. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que quand on regarde les statistiques depuis 2 ans, on remarque que les Américains utilisent pratiquement 3 fois plus de munitions qu'il y a quelques années. Donc ils bombardent beaucoup plus. Il y a un événement qui a été célèbre ces derniers mois, c'est qu'ils ont utilisé une bombe de 10 tonnes pour viser un objectif majeur des talibans. Donc on voit bien qu'en réalité, au niveau militaire, la situation n'évolue pas et que le contrôle n'évolue pas. Or, la Maison-Blanche a clairement dit qu'en réalité, elle s'inscrivait dans une stratégie qui se voulait novatrice. D'abord, ils ont fait remarquer, alors à juste titre, que quand même l'administration précédente de Barack Obama avait fait une erreur, c'est-à-dire qu'ils avaient augmenté considérablement les forces américaines, mais ils avaient donné une deadline, une date butoir, au-delà desquelles ils disaient « nous, on va rentrer ». Donc évidemment, c'était donner ses intentions à l'ennemi, ça a été très très critiqué aux États-Unis, ça va à la suite, parce qu'il suffisait aux talibans de savoir qu'ils tenaient 24 mois, et au bout de 24 mois, les Américains s'étaient engagés à rentrer. Donc en fait, l'administration Trump dit « nous, on est là, et on est prêt à rester le temps qu'il faudra ». Donc là, on est sur une autre perspective. Il y a une deuxième perspective, c'est que l'administration Trump dit « on y mettra les moyens qu'il faut ». Donc là, on ne sait pas exactement encore d'ailleurs concrètement ce que ça veut dire, mais on voit bien qu'il y a une remontée en puissance de la présence américaine, et surtout qu'elle s'inscrit sur le long terme. Et là, il y a une lecture stratégique qui me semble-t-il est très importante à mettre en place, et qui est la suivante, c'est que les Américains sont pris en tenaille, c'est une sorte de piège, l'Afghanistan de ce point de vue-là, entre la volonté de ne pas y rester et d'en sortir, parce qu'ils sentent bien que le fait d'installer un gouvernement politiquement stable en Afghanistan prendra beaucoup plus de temps que ce qu'ils ont pensé. Et si vous m'y permettez, ça me fait quand même, ça nous amène quand même à une réflexion. Il y a beaucoup d'erreurs de calcul qui ont été mises en place sur la région. Et quand on regarde un film comme La guerre selon Charlie Wilson, avec Tom Hanks, son acteur principal, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les erreurs remontent à très très longtemps. Ce film, il montre un sénateur américain qui, pendant la guerre froide, prend conscience que les Afghans résistent face aux Soviétiques, et donc en réalité, c'est toute la période où on voit que la CIA et les États-Unis arment les Afghans. C'est eux qui vont armer les Afghans, et d'ailleurs, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, qui vont utiliser en partie un certain nombre de groupes islamistes, parce que pour lutter contre le communisme soviétique, c'est très intéressant de ressouder des gens qui seraient de confession musulmane pour lutter contre une lecture laïque ou communiste. Il y a des scènes qui sont assez parlantes dans ce film. Mais la scène qui me paraît le plus intéressante, c'est quand un agent de la CIA dit à la fin on a gagné la guerre contre les soviétiques, mais par contre on a perdu la paix parce qu'on a été incapable d'installer la stabilité dans le pays, ce qui va amener les guerres futures. Donc il y a un grand nombre d'erreurs de calcul qui ont été faites. Et là, on voit bien que les États-Unis, pour reprendre mon propos initial, sont prisonniers entre la volonté de se désengager, mais la certitude que si jamais ils s'en vont, en réalité, les talibans prendraient le pouvoir à Kaboul dans les 6 mois. Donc, ils ont le sentiment d'être obligés de rester. Et c'est bien là où il va falloir essayer de trouver une solution politique. Alors, ça, c'est très important, parce que ça nous permet de faire quand même une petite comparaison avec une guerre qui a marqué le peuple américain, qui est la guerre du Vietnam. Et ça nous donne d'ailleurs l'opportunité de souligner le fait que les médias occidentaux considèrent que la guerre en Afghanistan est la plus longue, ce qui n'est pas totalement juste, puisque je rappelle que l'engagement au Vietnam avait duré globalement de 1954 à 1974. Par contre, il y a 2 ou 3 analogies qui sont intéressantes. La jungle vietnamienne peut correspondre au relief très montagneux de l'Afghanistan, donc idéal pour faire de la résistance. Et puis aussi, on voit bien qu'en réalité, on est dans une situation où les Américains sont dans une logique où ils voudraient se débarrasser du conflit et le donner au gouvernement afghan, ce qu'ils avaient fait en 1974, ce qu'on avait un peu appelé la vietnamisation du conflit, ce que nous en géopolitique parfois on appelle le sauve-toi toi-même, c'est-à-dire au bout d'un moment, nous on s'en va. Par contre, il y a me semble-t-il 2 différences qui nous ramènent à cette analyse stratégique et qui sont importantes. La première, c'est que en fait le conflit est sur des bases différentes que par rapport à la guerre froide. Il n'y a pas dans le conflit vietnamien, le Vietnam à un moment était plus ou moins alimenté, contrôlé, équipé par les soviétiques. Là, les talibans sont plus ou moins autonomes. Et ça amène une deuxième remarque, une deuxième différence, qui est un corollaire, c'est que le Vietnam, les Américains pouvaient en sortir, le reste du monde, alors ça a été un traumatisme, ça a amené des conséquences importantes,
Mais finalement, le conflit avait peu de chances de s'étendre. Même si on sait bien que les Américains avaient mis en place la fameuse théorie du domino, qui laissait à penser, d'où la raison de leur engagement, que si le Vietnam devenait totalement communiste, alors toute la région devenait communiste. Mais dans les faits, ça ne s'est pas avéré. Alors qu'à contrario, là, on voit bien que si les Américains s'en aillent, en tout cas c'est leur crainte majeure, un certain nombre de groupes terroristes reviendraient en Afghanistan pour le retrouver un peu comme un territoire de protection, pour ensuite se reprojeter. Donc il y a la peur d'une extension d'un conflit qui handicape les Américains, et c'est là où un pays dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, qui est le Pakistan, va jouer un rôle majeur, parce que d'ailleurs, l'administration américaine a dit « il faut qu'on soit là pour plus longtemps, il faut qu'on soit là avec des moyens plus conséquents, mais il va surtout falloir que nos alliés pakistanais jouent un rôle totalement différent de celui qu'ils sont en train de jouer pour l'instant. » On comprend bien donc que le Pakistan est un acteur majeur du conflit afghan, mais pourriez-vous nous dire jusqu'où son influence peut-elle aller sur celui-ci ? Alors ça, en guise de conclusion, c'est effectivement très très important à souligner, parce que dès le départ, effectivement, le Pakistan a été un acteur majeur dans la région, et on a trop tendance, me semble-t-il, à le sous-estimer, peut-être pas forcément en Occident, mais dans les médias. À l'époque, il faut déjà rappeler d'ailleurs que le général Musharraf, qui dirigeait le Pakistan, était un allié indispensable des États-Unis. Alors il faut juste remettre les choses en perspective. Le Pakistan était plutôt un allié des États-Unis pendant la guerre froide, parce que d'ailleurs la Russie s'était rapprochée de l'Inde. On sait bien le contentieux important qu'il y a entre l'Inde et le Pakistan. Il y a bien des effets là d'interaction entre les logiques. Et en plus, bien sûr, le Pakistan est limitrophe avec une frontière très très importante avec l'Afghanistan. Donc on voit bien l'intérêt de la collaboration du Pakistan à plus d'un titre. Alors, il y a un autre aspect qui est important à souligner, c'est que chez les talibans, il y a en plus plusieurs mouvances, comme on l'avait déjà un tout petit peu évoqué, mais certains, pour simplifier, disent qu'il y a plutôt une mouvance afghane et puis il y aurait une mouvance pakistanaise. Or, la mouvance pakistanaise est installée dans le nord du pays et serait plutôt en lutte contre le gouvernement du Pakistan, alors que le gouvernement du Pakistan soutiendrait plutôt les talibans qui seraient en Afghanistan. D'ailleurs, beaucoup considèrent qu'au départ, les talibans ont été créés, amenés par les services secrets pakistanais. Alors en fait, là, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est qu'aujourd'hui, le Pakistan reste officiellement un allié des États-Unis, malgré le fait qu'on soit plus en guerre froide, et que depuis le 11 septembre 2001, évidemment, il y a un certain nombre de litiges qu'on peut imaginer dans la région entre le Pakistan et les États-Unis. Il y a d'ailleurs une série qui montre bien la rivalité entre les services américains et les services pakistanais. C'est la 4e saison d'Homeland, où on voit bien que Kerry Mathison est dans le cœur justement de l'ambassade des États-Unis et qu'il y a des rapports qui sont très très ambigus, ambivalents entre normalement deux services qui sont alliés. Donc ça c'est une question majeure, et là où c'est important pour sortir de la fiction et revenir de plein pied dans la réalité, c'est qu'en fait le gouvernement Trump, l'administration Trump a commencé à geler un certain nombre d'aides militaires, financières, qui sont très très importantes, et d'aides techniques, en disant au Pakistan qu'ils trouvaient qu'ils ne collaboraient pas assez avec les États-Unis et qu'ils étaient trop laxistes envers un certain nombre de mouvements talibans. Il y avait déjà eu d'ailleurs des mesures de rétorsion mises en place par l'administration Obama, ce à quoi le Pakistan avait répliqué en fermant ses frontières et en empêchant que l'armée américaine soit ravitaillée, parce qu'en réalité elle est ravitaillée par des routes qui partent du Pakistan jusqu'au nord et qui vont en Afghanistan. Donc en fait, le Pakistan a un rôle central et moteur d'un point de vue géographique, c'est intéressant en termes de géopolitique et d'un point de vue politique. Puis un dernier aspect qu'il faut souligner, c'est que le Pakistan a l'arme nucléaire et que l'une des grandes peurs en termes de scénario dans les chancelleries occidentales, ce serait qu'il y ait une révolution radicale au Pakistan qui puisse amener un certain nombre d'armes nucléaires à être dans les mains d'un certain nombre de groupes terroristes ou de groupes indépendantistes. Donc en fait, le Pakistan est à la fois un acteur qui influence l'Afghanistan, pour répondre à votre question, mais c'est aussi un acteur qui subit l'influence du conflit en Afghanistan, ce qui montre à quel point le conflit afghan est très très important. Et donc pour conclure, on ne manquera pas de remarquer qu'il faut, surtout en géopolitique, toujours s'efforcer de s'abstenir de porter un jugement de valeur, mais de comprendre une situation, et surtout de remettre une logique d'un conflit ou un pays dans son contexte plus large, parce qu'il est évident qu'il y a toujours des aspects extérieurs qui viennent interagir ou nourrir une situation, et que pour bien la comprendre, il faut essayer de tous les appréhender.
Eh bien merci beaucoup Fabrice pour cette analyse. Quant à vous, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et je vous donne très vite rendez-vous pour une nouvelle séance d'Il était une fois, la géopolitique.